2022. Ouais, 2022. Il me semble, ouais, 2022. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais cette conférence, on dirait. Non, c'est de ma faute, c'est moi qui ai donné le masque. Alors, donc en ce 30 juin 2022, n'est-ce pas, en A303 ou sur Zoom, je m'appelle Pierre Zotto, je suis donc coordinateur avec Fanny Rapouille d'ailleurs qui est dans cette salle de la chaire Digital Organizations in Society qui est écrit en haut, dans le cadre des conférences du jeudi de la chaire DOS, les jeudis CEDOS. Et c'est avec beaucoup de plaisir. Je crois que c'est la journée nationale ou mondiale des réseaux sociaux aujourd'hui. D'inviter Mathieu Béal qui va nous dire s'il faut troller ou pas ses gouvernants sur les médias sociaux. Alors, Mathieu préférerait, si vous avez des questions, que vous les posiez, donc à distance évidemment, vous pouvez lever la main, ou dans la salle, vous pouvez lever la main ou prendre la parole, on n'est pas encore très nombreux, au fur et à mesure. Ouais. Voilà. Que ça fasse moins de conférences. Ouais, tu veux faire moins le sachant, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, Mathieu, là, la place est à tienne. Moi, je vais m'occuper d'admettre les gens qui arrivent au fur et à mesure. Sinon, tu peux. Et la conférence est en plus. Et voilà, enlever le truc qui t'oblige de les attendre. Ouais, mais tu préfères. on va regarder. Voilà. Et juste pour information, comme c'est le dernier CEDOS de l'année universitaire 2021-2022, et ben voilà, après la conférence, on pourra tous se discuter ensemble autour d'un cocktail qui sera servi en bas à l'accueil. Voilà. On va essayer d'aller vite. Hein. Bon, j'en étais sûr. Un moment, on va essayer de faire ça. Le moment convivial avant tout. Bien, eh ben, merci Pierre donc, pour cette introduction. Merci à tous qui êtes présents ici et en ligne aussi. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez bien. Pour, ouais, comme disait Pierre, pour tout ce qui est questions, n'hésitez surtout pas, tant que je suis en train d'aborder le sujet sur lequel votre question porte. Donc, du coup, Pierre m'a effectivement gentiment invité pour parler d'un sujet qui est en lien avec les sujets sur lesquels je travaille dans mes recherches. Parce que donc, ici, je suis un ancien chercheur AGM, donc enseignant tout ce qui est notamment relations clients. Et après la partie recherche, là, c'est ce sur quoi je travaille, je me suis intéressé avec des collègues, notamment de HEC Montréal. On s'est posé la question de est-ce qu'une entreprise avait intérêt à rentrer dans l'art de ses clients, ou en gros de les troller. C'est-à-dire, est-ce que des fois, on a intérêt, quand on a certains clients qui ont un ton plutôt vindicatif, de se moquer d'eux. Donc, c'est l'objet de mes recherches et c'est l'objet de cette présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais commencer par un petit test. Voilà. Parce que je suis un chercheur, un académique. En général, on a bien commencé par des petits tests. Ne vous inquiétez pas, c'est des tests où il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste voir comment vous allez réagir à des situations de plainte en ligne où des entreprises se sont permis de faire un peu d'humour. Donc là, c'est la STIB. Pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, c'est les transports en commun de Bruxelles. On a un client qui dit « Vous pouvez faire grève à la rentrée des classes, j'ai pas envie d'aller à l'école. » Avec on va dire une orthographe assez hasardeuse. Et vous avez le community manager de la STIB qui a répondu « Pourtant, vous avez l'impression que vous en avez bien besoin. » Ça monte un peu en puissance, je vous en ai pris 3. Alors celle-là, j'aime beaucoup parce qu'elle est très absurde. On a 7 personnes qui interpellent Carrefour. Ils disent « Salut, ça va, j'ai volé un de vos chariots. Ça va hyper bien dans ma salle de bain. » Et Carrefour qui lui répond « Si c'est pour en faire une baignoire, on est au regret que vous annoncez que ça ne marchera pas. » Truc complètement absurde. Et la dernière, c'est un thème assez récurrent, on va dire. C'est tout ce qui est lié à votre fibre optique pue la merde, est-ce que vous vous êtes mis ça dans le cul? Bon, on est sur une sémantique très proche de ça. Donc on en a un qui dit votre fibre optique pue la merde, SFR. Je ne veux pas savoir ce que vous avez fait pour que ça arrive, sinon SFR et SAV est à votre disposition si vous avez un souci. Voilà, donc on a un exemple d'entreprise qui adopte un ton assez différent de ce qui se fait classiquement. C'est-à-dire que si vous allez sur les Twitter des services après-vente et tout ce qui est relations clients, en général, on est sur des choses assez classiques où vous avez un client qui interpelle parce qu'il a un problème et l'entreprise qui apporte une solution à son problème. C'est la majorité des cas. Puis au final, vous avez ce genre d'exemple où vous avez des entreprises des fois qui se permettent sous certaines conditions un trait d'humour. En fait, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui explique que l'humour peut fonctionner sur les réseaux sociaux? En fait, ce qu'on s'est vraiment dit avec mes collègues, c'est de se dire l'humour, ok, ça marche sous certaines conditions. Il y a plein de travaux qui montrent que l'humour, ça génère des réactions positives, des effets positifs. Sauf qu'on sait très bien que l'humour, lorsqu'il est mal dosé, lorsqu'il n'est pas adapté, lorsque la situation ne convient pas, ça ne mène pas à des résultats très bons. Notamment en termes de bad buzz, si on réfléchit sur les réseaux sociaux. Donc nous, on s'est vraiment posé la question de quelles sont les conditions qui font qu'on peut se permettre
de plaisanter et d'utiliser l'humour sur les réseaux sociaux. Donc ça revient un peu à la reformulation de la question d'aujourd'hui, hein, c'est comment est-ce qu'on peut troller ses clients en ligne. Alors, pour revenir un peu au point de départ, et puis après je vais revenir vraiment sur le sujet qui nous intéresse, mais je me suis dit que c'est peut-être intéressant pour vous amener à comprendre pourquoi je me suis intéressé à ce sujet. À la base, moi je n'étais pas du tout parti sur le sujet de l'humour sur les réseaux sociaux, puisqu'à la base, ce qui m'intéressait dans mes recherches, c'était les plaintes en ligne. Tout ce qui est insatisfaction client. On est loin du point de départ qui est de savoir est-ce qu'on peut faire de l'humour sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'insatisfaction client, c'était 2014 quand j'ai commencé ma thèse, bon, très vite, l'insatisfaction client, c'était sur les réseaux sociaux, les clients utilisaient de plus en plus les réseaux sociaux pour exprimer leur insatisfaction. Le problème, c'est qui dit réseaux sociaux, dit public. C'est-à-dire qu'avant, les réclamations clients, c'était quelque chose qui n'avait pas un enjeu colossal en termes d'image, puisque en général, vous traitiez le problème seul à seul avec un client, c'était quelque chose de privé. Et à la limite, si quelque chose après n'allait pas, il en parlait à son entourage, mais au final, ça concernait les maximum les 5-6 personnes à laquelle il allait en parler. C'était quelque chose de privé, ça concernait le client et l'entreprise, il n'y avait pas d'enjeu incroyable. On perdait un client. Mais... Alors qu'à partir du moment où le client va se plaindre en ligne, là, ça a amené un autre enjeu, notamment le fait que ce soit public. Donc ça veut dire que quand un client se plaint, c'est plus uniquement lui l'entreprise, c'est lui, l'entreprise et une centaine, voire parfois des milliers d'autres clients qui vont être témoins de sa plainte et témoins de la réponse de l'entreprise. Là, c'est un autre enjeu parce que c'est un terme d'image et puis notamment en termes de recrutement de nouveaux clients. Je pense que tout le monde ici, quand vous avez dû choisir un restaurant, vous étiez dans une ville que vous ne connaissiez pas, vous cherchez pour un restaurant, des fois vous allez regarder les notes qu'il a sur Google, les notes qu'il a sur TripAdvisor, parce que ça vous donne un ordre d'idée de la qualité. Donc, il a fallu aussi s'intéresser à dans quelle mesure la réclamation client, ça joue sur le comportement des autres clients. Et puis, alors bon, ça c'est un classique, hein, plus vous avez des commentaires négatifs, moins les gens ont envie de venir chez vous. Ce qui est un petit peu plus récent dans la littérature scientifique, hein, sur quoi on a commencé à travailler, c'est de se dire, est-ce que la réponse que l'entreprise va faire à cette plainte en ligne, c'est-à-dire que vous avez un client insatisfait qui s'exprime, l'entreprise va lui répondre. Est-ce que la réponse de l'entreprise, ça va aussi jouer sur les autres clients ? En gros, vous voyez un client qui est insatisfait, mais vous voyez que l'entreprise a essayé de régler son problème. Est-ce que ça joue sur l'image que vous avez de cette entreprise ? Bon, quand on a commencé un peu à regarder ce qui se faisait, on est tombé sur des trucs assez basiques, c'est-à-dire que les gens, en général, enfin les chercheurs, regardaient deux stratégies, soit une réponse dite accommodante, où en gros, on essaie de faire plaisir au client, on va lui proposer une compensation, on va s'excuser, ou alors une réponse plutôt sur la défensive, où l'entreprise va essayer de rentrer dans le client en lui disant que c'est lui qui n'a pas compris le service, c'est lui qui a mal fait quelque chose, en tout cas c'est de sa faute, c'est pas la faute de l'entreprise. Bon, sans beaucoup de suspense, une réponse accommodante marche beaucoup mieux qu'une réponse sur la défensive. Les clients observateurs, vous, quand vous voyez une réponse d'entreprise sur Internet, vous avez une meilleure image de l'entreprise qui répond de manière bienveillante qu'une entreprise qui est plutôt agressive. Bon, jusque-là, rien de neuf sous le soleil. Nous, on s'est dit, bon, ça c'est un basique. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a d'autres stratégies de réponse. Et c'est là qu'on en est arrivé à se dire, ouais, il y a des entreprises qui font de l'humour. Mais l'humour, c'est quand même compliqué parce qu'on s'est dit d'un point de vue marketing, si on réfléchit vraiment théoriquement, normalement, ça ne devrait pas marcher parce qu'on sait qu'il faut se montrer bienveillant envers les clients satisfaits. Sauf que là, je vous ai montré des clients qui se moquent, l'entreprise se moque d'eux en retour. Bon, ça vous a fait plutôt rire. Donc, on s'est dit, ok, théoriquement, ça ne devrait pas marcher. Pourtant, il se trouve que sous certaines conditions, ça marche. Donc, on est amené à se poser la question de qu'est-ce qui fait que l'humour va marcher et quelles sont les conditions qui font que ça ne va pas marcher. Ouais. C'est un choix de l'entreprise ou c'est le choix d'une personne en particulier qui aurait décidé de faire ça? Alors, au départ, ce qu'on s'est dit, parce qu'en fait, c'est devenu un peu plus progressif. Il y avait des entreprises au départ où vous aviez juste le community manager qui prenait un peu l'initiative de dire tiens, là, sur ce moment-là, je sens que ça peut passer. Et en fait, à partir de 2014, c'est Tesco en Grande-Bretagne qui a décidé, pendant un mois, ils ont lancé une campagne, ils appelaient ça Tesco No Joke, où là, ils avaient dit à leur community manager, tous ceux qui commencent un peu à être, on va dire, pas insatisfaits, mais qui en tout cas sont injustes, on leur rentre dedans. Donc là, c'est arrivé progressivement que les entreprises ont commencé à encourager ce type de comportement. En fait, on voit qu'au départ, c'était quelque chose d'assez infime, et maintenant, ça commence à devenir de plus en plus une pratique commune. Donc, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que l'humour fonctionne ou pas, on est allé voir un peu de théorie. Au moment où je fais le chercheur, ne vous inquiétez pas, c'est de la théorie qui va vous parler. J'ai essayé de trouver des exemples pour vous voyez concrètement comment ça se passe. En fait, vous avez des chercheurs en 2010, deux chercheurs américains, qui ont essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que quelque chose est drôle, quelque chose n'est pas drôle. C'est Peter McGraw et Caleb Warren. En fait, ils ont expliqué, donc ils ont essayé de synthétiser toutes les théories qui existaient sur l'humour, ils ont essayé de comprendre pourquoi quelque chose nous fait rire, quelque chose ne nous fait pas rire.
Et ils en sont arrivés à proposer une théorie qu'ils ont appelée la violation bénigne. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que pour que quelque chose soit amusant, il faut qu'il y ait 3 conditions qui soient remplies. Il faut d'abord qu'il y ait une situation de violation, une situation bénigne, et il faut que les deux, la violation et le côté bénin, arrivent en même temps. J'allais dans le détail. Bon, déjà, qu'est-ce qu'une violation? Ce qu'ils entendent par violation, c'est une situation qui n'est pas conforme à ce que vous attendez de comment devrait être le monde. En gros, pour faire simple, quelque chose ne va pas. Il y a un problème, c'est pas normal qu'il se passe ça. Comme par exemple, si vous lisez dans les informations que vous avez un groupe de Bordelais qui, complètement ivre un soir, vole un lama et le promène dans le tramway. Là, il y a une violation, c'est pas normal, c'est pas une situation qui est censée arriver. Maintenant, comment faire pour que cette situation de violation soit perçue comme amusante? Et il faut qu'elle soit bénigne. Il y a plusieurs manières de rendre une situation bénigne. La première, ça va être le faible engagement avec la norme qui a été violée. Vous avez des recherches qui montrent par exemple que si vous faites une blague sur les personnes en surpoids, les personnes qui réagissent le moins bien à cette blague, évidemment, c'est les personnes en surpoids. Si vous faites une blague sexiste, les personnes qui réagissent moins bien à cette blague sont forcément les femmes. Pourquoi? Parce que leur engagement avec ce que vous venez de dire, la norme que vous venez de violer, est beaucoup plus fort. À l'inverse, si vous avez un écart très important avec ce qui vient d'être dit, vous allez beaucoup plus rire. Ou alors, c'est qu'il y a une forte distance psychologique avec la norme violée. Soit parce que c'est quelque chose qui est arrivé très loin de chez vous, soit parce que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé à vous. En gros, si là, je suis en train de bouger et je commence à tomber, ça va vous faire rire parce que c'est pas arrivé à vous et que c'est arrivé à moi. Donc, c'est qu'il y a un écart psychologique avec ce qui arrive. Aussi, ça va vous permettre de comprendre, cette théorie, pourquoi quelque chose n'est pas drôle. S'il manque, par exemple, le côté bénin dans ma situation, ivre, il vole un lama et le tue. Là, il y a une violation, c'est quelque chose de pas normal, mais en plus, il n'y a aucun élément qui vient nous faire croire que cette situation n'est pas grave. Là, au contraire, ça finit super mal. Donc là, c'est une situation qui n'est pas drôle du tout, c'est uniquement une violation. Si à l'inverse, vous avez... Ouais. Paradoxalement, je suis en train de construire sur ce que tu dis, mais si j'imagine ivre, il vole un lama, le tue et en font un barbecue, c'est quand même chaud. En vrai, ça me fait marrer, tu vois. Non, mais non. Les lamas. Oui. C'est gentil. Vous viendrez me voir après, ce serait bien qu'on en discute. Là, c'est la distance qui parle, du coup. Alors, par exemple, si c'était là, si on parle de distance psychologique en termes de temps, d'espace, si c'est quelque chose qui est arrivé il y a 50 ans, déjà, ça fait plus rire que si je vous dis c'est arrivé hier. Les blagues sur le Covid, par exemple, gardez-les. Dans 10 ans, ça sera peut-être super drôle. Voilà. C'est pas... Donc là, il y a une violation, il n'y a pas de côté bénin, c'est pas spécialement drôle. Pareil, si on prend une situation qui est juste bénigne, il n'y a pas de violation, pareil, ça devient beaucoup moins drôle. Ivre, il vole un cône de chantier, le promène dans le tramway. Bon. Si vous faites un... Voilà, l'exemple qui... Bon, après, si vous faites le tour dans les jeudis, le tramway, avec les étudiants, c'est une situation qui n'est pas si étonnante. Ça arrive. C'est moins drôle que le lama. Et ouais, parce que la violation est moins grande. Là, bon, ok, ça peut arriver. Le lama, c'est quand même complètement... Donc voilà, donc il faut une violation et il faut que cette situation soit bénigne. Ces deux conditions amènent à quelque chose d'amusant. S'il manque une de ces conditions, on est juste sur de la violation, on est juste sur quelque chose de bénin, c'est pas vrai. Donc j'en reviens maintenant à nos recherches à nous, où là on s'est dit, à partir de ce cadre, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une situation est considérée comme amusante sur les réseaux sociaux et qu'une situation n'est pas considérée comme amusante. Dans nos recherches, on a identifié 3 conditions. Alors, il y en a sûrement plus, mais dans l'état, on en est arrivé qu'à 3. La première, ça va être l'incivilité du client. Je vais revenir sur chacune d'entre elles. La deuxième, ça va être le type d'humour utilisé. Et la dernière, ça va être la personnalité de la marque. Alors, je vais prendre déjà avec l'incivilité du client. Ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce que ça marche mieux? Parce que dès le départ, et on le voit avec les exemples que je montre au départ, c'est que dès le départ, le client qui interpelle l'entreprise, il montre qu'en fait, il est tellement incivil, c'est-à-dire qu'il est tellement soit agressif, soit complètement absurde dans sa question par rapport à la personne qui avait fait plein de fautes d'orthographe en disant « je veux pas aller à l'école ». En tout cas, il y a un contexte d'incivilité sur les réseaux sociaux qui fait que l'humour va être plus apprécié. Alors, pour faire ça, on a fait avec mes collègues une expérimentation. Alors, c'est le petit moment où je fais méthode, mais parfois, je pense que les gens qui ne sont pas forcément familiers avec la recherche, ça semble un peu bizarre comment on a fait pour tester ça. Je vous explique rapidement. Donc, en fait, on a fait une expérimentation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des gens et on les a répartis pour savoir comment ils allaient réagir à une réponse humoristique en fonction que ce soit un commentaire civil ou incivil à laquelle ils répondaient. Donc pour ça, on a pris ce groupe de personnes. La moitié d'entre eux, on leur a montré un commentaire qui était civil, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait une réclamation assez classique en disant « voilà, j'ai eu tel problème, je ne suis pas satisfait, j'espère un remboursement ». Et l'autre groupe de personnes, on leur a montré un commentaire incivil. C'était la même plainte, sauf que là, c'était écrit en majuscule, et en plus, il y avait 3 ou 4 insultes.
pour montrer que c'était vraiment quelqu'un qui était bien vénère. Une fois qu'on avait ces deux sous-groupes constitués, on leur a ensuite montré la réponse qu'avait fait l'entreprise à ce commentaire. Soit c'était une réponse humoristique, la réponse humoristique était la même dans les deux cas. C'est-à-dire que ce soit des personnes qui avaient vu un commentaire civil ou un commentaire incivil, ils voyaient la même réponse humoristique. Il n'y avait aucune variation. Soit on leur montrait une réponse neutre, pareil, aucune variation entre les deux, c'est-à-dire une réponse classique de on est désolé pour ce qui vous est arrivé, est-ce que vous pouvez nous envoyer un message pour qu'on comprenne mieux votre problème et qu'on traite votre réclamation. Truc assez classique. Pareil, donc les réponses étaient les mêmes que le commentaire soit civil ou incivil. Ce qui nous faisait 4 groupes, et à chacun de ces 4 groupes, on leur a posé les mêmes questions. On leur a dit, est-ce que, à partir de ce que vous venez de voir, ça vous donne envie d'aller acheter les services de cette entreprise? Est-ce que ça vous donne envie de liker ou de retweeter le commentaire de l'entreprise? Okay. Ces questions, c'était ce qu'on appelle les échelles de Likert, pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Si vous recevez des questions de satisfaction, ça vous parle, hein, c'est pas du tout d'accord, 1, tout à fait d'accord, 7 ou 10. Là, c'était 7. Voilà les résultats qu'on avait trouvés. C'est le seul moment où je fais des graphes, mais c'est histoire de faire un peu le chercheur sérieux. Donc ça allait de 1 à 7, donc on avait des moyennes qui étaient quand même assez faibles à ce moment-là. Juste pour que vous compreniez l'interprétation, après je vais la faire, ça c'est des intervalles de termes d'erreur. S'ils ne se superposent pas comme ici, ça veut dire qu'il y a un écart statistiquement significatif. En gros, on peut bien interpréter les différences de moyenne. Si c'est comme ici, c'est-à-dire quand les écarts se croisent, ça veut dire qu'en fait, cet écart de moyenne ici, estimé qu'il n'existe pas. Statistiquement, il n'est pas assez fort pour qu'il existe. Donc en gros, ce qu'on a trouvé, déjà on avait regardé quand les gens, si on leur demandait si vous auriez l'intention de liker ou de retweeter ce post. Ce qu'on voit, c'est que quand on leur avait montré un commentaire civil, on voit que l'engagement, ça se superpose, on voit que l'engagement en termes de like et de retweet, que la réponse soit neutre ou humoristique, on est au même niveau. Donc faire de l'humour, ça ne génère pas plus d'engagement parce que le commentaire est ici. Maintenant, si vous prenez les mêmes réponses, mais faites à un commentaire jugé incivil, vous voyez que la réponse humoristique a gagné en engagement. Les gens ont un peu plus l'intention de retweeter, de liker le commentaire, la réponse. Alors qu'une réponse neutre, au contraire, vous voyez que même ça a diminué. Donc là, ça montre déjà, rien qu'avec ça, que l'humour, ça marche mieux dans l'incivilité parce que les gens ont plus envie de liker et de retweeter le commentaire. La réponse. Pareil, on leur a demandé ce que vous auriez l'intention d'acheter, parce que c'est bien beau de liker et de retweeter, mais pour une entreprise, il y a aussi cette idée d'acquérir un nouveau client. Ce qu'on voit, c'est que quand le commentaire était considéré comme civil, si vous prenez les intentions d'achat, vous voyez qu'une réponse qui était considérée comme neutre génère des intentions d'achat plus élevées. En gros, si le client se plaignait, on va dire, de manière polie, ça ne marche pas de faire de l'humour. Au contraire, même c'est un effet très négatif parce que ça donne encore moins envie aux gens de venir. Par contre, la même blague, si vous l'aviez en réponse à un commentaire incivil, on voit qu'il n'y a plus d'écart. Donc, que vous fassiez l'humour ou une réponse neutre, ça génère les mêmes intentions d'achat. Donc si on combine tout ça, ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, quand un client est particulièrement agressif, en fait, l'humour marche mieux. Pourquoi? Parce que vous avez les mêmes intentions d'achat, mais en plus de ça, vous générez un peu plus d'engagement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était le point de départ, c'était de se dire, de base, il faut que le client soit agressif, ou en tout cas, ait une remarque un peu absurde pour enclencher de l'humour. Maintenant, une fois qu'on sait dans quel contexte il faut le faire, il faut savoir quel type d'humour on va utiliser. Parce que l'humour, ça prend plusieurs formes. Avec le problème, encore une fois, que l'humour, vous en avez des dizaines et des dizaines de formes, on ne s'est pas amusé à tout tester. C'était bien long à faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu fait les feignants, on s'est dit en psychologie, ils font comment quand il faut analyser tout ça? En fait, en psychologie, ils vont identifier l'humour selon qu'elle soit considérée comme affiliatif. En gros, c'est de l'humour très bienveillant, où vous plaisantez avec quelqu'un. Les blagues, tout ce qui est taquinerie. Donc l'idée, c'est vraiment de rire avec le client. Et après, vous allez voir de l'humour plus agressif, c'est quand vous faites du sarcasme, de la dérision. Donc l'idée, c'est plus de rire avec quelqu'un, c'est de rire de quelqu'un. Donc on s'est dit, quand on regardait un peu les réponses que faisaient les entreprises, il y avait vraiment ces deux cas. Il y avait le cas où la personne s'amuse de la plainte qui a été faite, et rigole avec la personne. Et puis vous avez des cas où vraiment ils se moquent du client. Typiquement, quand ils disent « vous avez bien besoin d'aller à l'école parce que l'orthographe, c'est pas ça », c'est vraiment de la moquerie. Et essayez de voir ce qui fonctionnait le mieux. Si on reprend le cadre dont je vous ai parlé de la théorie de la violation bénigne, parce que ce que je voulais présenter, c'est qu'il y a vraiment un intérêt, en fait, ce qu'on a vu, c'est que de manière générale, faire de l'humour agressif, donc vraiment aller troller ses clients méchamment, ça marchait moins bien. Pourquoi? Parce que quand on demandait aux personnes s'ils trouvaient que c'était abusé, c'est un peu comme ça qu'on a mesuré la violation, on a discuté que l'entreprise abuse dans sa réponse, et après on avait dit que malgré tout ça vous fait rire. Les gens disaient que l'humour agressif, ça les fait rire, mais qu'en fait la violation
était trop forte. On disait ouais c'est drôle mais ils abusent beaucoup. Alors que l'humour affiliatif, ça faisait autant rire, et à côté de ça, il disait je trouve que l'entreprise n'abuse pas dans sa réponse, c'est quand même gentil. Et tout ça mélangé faisait qu'au final, en termes d'intention d'achat, on trouvait des résultats plus élevés quand l'entreprise utilisait l'humour affiliatif. Ça, c'était la deuxième chose qu'on avait trouvée. Ouais. L'abréviation de AFF, AGR. Oui, pardon, AFF c'était pour affiliatif, du coup, donc l'humour bienveillant. AGR c'est agressif, donc l'humour plutôt méchant. Alors après, vous allez me dire, oui, mais des fois, je suppose que vous avez vu passer des fois des entreprises qui vont utiliser un humour particulièrement agressif, ils sont des grosses moqueries, et pourtant ça fait rire. Même ça, on se l'est dit, on s'est dit, pourtant il y a plein de fois où on a vu un humour qui était vraiment méchant, malgré tout, c'est quand même super drôle. Donc on s'est dit, il devait peut-être expliquer ça, et au final on a fait des tests et ça, on le montre, c'est que ça vient aussi de la personnalité de la marque qui a utilisé cet humour. Parce que toutes les marques ne sont pas égales à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que c'est la personnalité de la marque? Comme pour la personnalité en psychologie, en fait en marketing, il y a des recherches qui montrent que les personnes, lorsqu'on les interroge sur une marque, ils vont avoir tendance à lui inférer, à lui donner des traits de personnalité comme on donne des traits de personnalité à un humain. C'est-à-dire que si vous disiez comment vous décririez Burger King par exemple, vous avez des gens qui disent je le verrais comme une personne un peu fun, jeune, décalée, etc. À l'inverse, si je vous dis, si vous deviez donner une image ou un physique à la SNCF, jeune et décalé, c'est pas ça quoi. Donc vous avez des traits de personnalité qui sont donnés aux marques. Vous en avez plusieurs, il y en a 5 grands traits de personnalité, mais en fait ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y en a 2 grands qui prédominent. Les personnalités qu'on appelle sincères, alors c'est la traduction d'anglais de sincere personality. Je dis ça parce qu'après quand je prends l'exemple de SNCF, je vais avoir des remarques de gens qui disent oui, sincère la SNCF. Donc je pense en fait ce qu'ils veulent dire par personnalité sincère, c'est l'idée que c'est des marques qui sont en général avec une image assez traditionnelle, plutôt familiale, plutôt classique. Et à l'inverse, donc là on va voir Disney, une image très familiale, Amazon, pareil, c'est classique, c'est robuste, quoi. C'est la qualité, c'est la rigueur, vous avez un colis, vous allez le recevoir à temps. Et puis après vous avez les marques avec une personnalité plus excitante dans le sens plutôt jeune, plutôt décalé, où l'humour justement a une place plus prépondérante. Si vous suivez un peu la communication de Burger King, ils sont à fond sur ce créneau d'une image un peu décalée, un peu fun. Un Red Bull, à chaque fois qu'il y a un événement sportif un peu extrême, en général il y a Red Bull, donc ils veulent cette image sportive, cette image jeune. Et Nike, comme beaucoup de marques de sport, forcément il faut une image un peu dynamique. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, selon que l'entreprise ait une marque un peu sincère, donc traditionnelle, familiale, ou justement une marque excitante, décalée, jeune, l'humour peut marcher plus ou moins différemment. Si on prend les marques dites excitantes, on va prendre l'exemple de Burger King qui marche bien là-dessus. En fait, ce que montrent d'autres recherches, pas les nôtres, mais d'autres recherches, c'est que de manière générale, ces marques, elles sont toujours protégées par des violations de normes. En gros, dès qu'une de ces entreprises fait quelque chose qui n'est pas toléré par la société, je ne dis pas qu'elle passe sous les radars, mais en tout cas, on a tendance à moins créer de buzz autour de ça. Typiquement, la situation qui est arrivée à Volkswagen, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Volkswagen avait triché sur ses moteurs. Volkswagen avait une image qui, au contraire, était plutôt considérée comme sincère ici, donc une image assez classique, assez traditionnelle, la rigueur, la robustesse. Bon, là, ils ont essayé de tricher, ça passe moins. De manière générale, les marques excitantes marchent beaucoup mieux sur les violations. On leur pardonne un peu plus. Donc si on ramène sur l'humour, je vous ai dit, l'humour, ce qui comptait, c'était la violation et que cette violation soit bénigne. Le problème de l'humour agressif que j'ai parlé tout à l'heure, c'est que l'humour agressif, je vous dis, ça marche pas parce qu'en fait, c'est une violation qui est trop forte. En fait, les gens trouvaient que la réponse était trop abusée. Mais l'avantage, c'est que ces marques-là, puisqu'elles sont protégées par les violations, quand on leur demandait comment ils réagissaient à un humour agressif, mais que la marque était perçue comme avec une image un peu jeune et dynamique, les gens trouvaient que c'était un peu moins abusé. Donc dans ce cas-là, l'humour agressif fonctionnait beaucoup mieux. C'est d'ailleurs ce qui explique que beaucoup d'entreprises utilisent un humour un peu trash, vont troller leurs clients, c'est parce qu'en fait, elles ont la personnalité de marque derrière qui correspond à ce type d'humour. Par contre, j'avais pris un petit exemple. Alors là, il y a tout. Il y a l'incivilité du client dès le départ. Vous en avez un qui dit les gays ne sont pas nécessaires dans vos séries. Donc déjà, ça commence mal. Netflix, image assez jeune, qui essaie de se donner un côté un peu, sur les réseaux sociaux notamment, une image assez amusante. Là, humour très agressif, t'es pas nécessaire dans nos abonnés. Donc là, on a un commentaire qui est déjà très incivil au départ. Une entreprise avec une marque considérée, une personnalité considérée comme excitante et un humour agressif. Maintenant, si on prend, imaginez la SNCF qui fait le même commentaire en disant t'es pas le bienvenu dans nos clients.
Pareil, Disney, on n'attend pas de Disney qu'il y ait de l'humour particulièrement agressif. On attend un humour plus bienveillant ici. Pourquoi? Parce que ici, ces marques sincères, elles ne sont pas pardonnées par les violations. C'est-à-dire qu'une marque qui justement a une image très traditionnelle, très familiale, si elle commence à dépasser les bornes, on va beaucoup plus la punir d'avoir fait ça. Donc le but ici, c'est vraiment d'être le plus calme et sain possible. Donc l'humour affiliatif va beaucoup mieux passer. Parce que l'idée ici, c'est pas de dégrader quelqu'un, c'est pas de se moquer de lui, c'est vraiment de rire avec lui, de faire de la plaisanterie, on va dire, assez saine. Un bon exemple, Crédit Agricole, personnalité assez, on va pas dire que c'est l'éclate, le Crédit Agricole, c'est une image assez classique. Alors, on a une cliente. Bonjour, est-ce que vous êtes les assureurs de téléphone, s'il vous plaît? Merci, mec. Là, il y a la petite incivilité du merci, mec. Incivilité, oui, je ne vous l'ai pas dit au départ, elle n'a pas besoin d'être immense. Ça peut être juste de la familiarité. Bonjour, je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous m'en dire plus en DM? Merci, meuf. Là, on voit qu'il plaisante avec elle parce qu'il reprend son jargon. Mort de rire, pas de souci, mon pote. J'ai envoyé un DM, bien reçu Sista, j'ai répondu. Donc là, on a une personne qui est légèrement incivile parce qu'elle elle utilise juste des termes un peu familiers, une marque avec une personnalité sincère et un humour affiliatif. Il ne se moque pas vraiment d'elle, c'est juste qu'il reprend sa manière de parler. Donc, et ce sera la conclusion par rapport à ce qu'on a fait, peut-on troller ses clients? Oui. Alors, même j'ai un peu reformulé la question, je crois que c'était faut-il troller ses clients? Je ne dirais pas qu'il faut forcément les troller, il ne faut pas aller directement vers l'idée qu'il faut se moquer de tous ses clients. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour qu'on puisse le faire. Donc ça ne doit pas être le réflexe d'une entreprise lorsqu'elle traite ses clients sur les réseaux sociaux, il faut juste que ce soit une réaction à des conditions bien spécifiques. Conditions bien spécifiques, lesquelles? Déjà, un message considéré comme incivil, alors soit parce qu'il y a énormément d'insultes, soit parce que la personne est en train de tenir des propos, comme on a vu, homophobes, racistes, il y a quelque chose qui ne passe plus dans la société, qui ne passe pas. Soit parce que c'est un petit décalage avec la manière dont on est censé parler à une entreprise, donc le fait de dire mec ou meuf en parlant au Crédit Agricole. Normalement, c'est pas comme ça qu'on parle à sa banque. Ensuite, de manière générale, l'humour, quand on commence à l'actionner, il faut que ce soit un humour considéré comme affiliatif. On ne se moque pas du client pour commencer, on essaie d'être dans une démarche de plaisanter avec lui parce qu'au départ, il y avait un message qui amenait à ce qu'on plaisante avec lui. Sauf si, et pour l'instant c'est vraiment le seul cas de figure où on s'est rendu compte que l'humour agressif allait mieux passer, sauf si vous aviez une marque avec une personnalité dite excitante. Jusqu'à présent, on a fait d'autres études pour essayer de se rendre compte à quel moment un humour plus agressif, donc ce que du coup on appelle du troll, c'est vraiment quand vous allez vous moquer ouvertement d'une entreprise, d'un client. Jusqu'à présent, on a essayé d'intégrer d'autres variables, ça marche pas trop. En tout cas, ça marche moins bien que l'humour affiliatif. Donc de manière générale, ça reste la norme. On va dire que l'humour agressif passe uniquement s'il y a une marque derrière qui a cette image décalée, cette image jeune, dynamique, qui justement permet le recours à un humour dit agressif. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps. Si, parfait. C'est marrant, c'est que du coup, en fait, je me suis amusé à aller sur le tweet de Burger King. Et donc, il y a un mec ou une meuf qui dit c'est qui pour vous les community managers les plus connus, s'il vous plaît, c'est pour mon mémoire. C'était pas toi qui te cachais. Non, mais non, c'était pas pour mon mémoire. Et du coup, il y a quelqu'un qui dit Decathlon et Burger King sur Twitter, parfois ils clashent sévère, mais clash, C-L-A-C-H-E. Et du coup, il y a Burger King qui dit on clash jamais, C-L-A-C-H-E. Mais ça nous arrive de clasher, C-L-A-C-H-E. Ouais, en corrigeant. C'est souvent. On en avait collecté plein pour essayer de voir ce qui fonctionnait mieux. Et en fait, il y a beaucoup de moqueries sur l'orthographe. Et ce qui est intéressant, je reviens à ce que tu dis justement sur le fait de pouvoir positionner la réponse, c'est qu'un peu plus loin, c'est pour une fois que je prends un burger veggie, giga intoxication alimentaire, merci Burger King. Et là, la réponse, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bonjour, virgule, saut de ligne. Merci de nous avoir contactés et de nous faire part de votre sentiment, point à la ligne. Nous vous invitons à nous communiquer vos coordonnées téléphoniques à l'adresse mail suivante en rappelant votre identifiant Twitter, équipe Burger King. Mais là, c'est possible. Mais justement, c'est le fait d'équilibrer. Ouais, là, on a quelqu'un en fait, tu parlais de la violation bénigne. Ouais. Et là, la violation, elle n'est pas du tout. En tout cas, c'est ce que doit ressentir le community manager. Il dit là, c'est pas une violation bénigne. Il y a quelqu'un qui fait une intoxication alimentaire. Ouais, c'est pas drôle. Et là, du coup, si tu rigoles de ça, en fait, la situation est perçue comme une violation, mais pas bénigne, parce que en fait, au départ, il y avait pas l'incivilité qui le. Vas-y, tes entrailles, envoie un DM, tu vois, ça. Il y avait aussi, alors, ouais, je vais la dire à l'oral, j'ai hésité de la mettre, mais parce qu'elle est track. Il y avait Quechua. Filmé et rediffusé. Ah ouais. Quechua où en fait un client qui interpelle Quechua qui dit alors Quechua, tes produits, je nique ta mère, ton père et ta sœur. Et Quechua qui répond n'oublie pas ma tante. Et là tu dis putain, et celle-là je me suis dit ah là, jolie.
En plus, avec le petit smiley pour vraiment dire allez, je plaisantais. Donc celle-là, elle était bonne. Du coup, j'hésitais à la mettre et au final, elle a dit ouais, c'est pas plus classe. Il y avait après, il y a des clashs de community managers qui sont assez rigolos parce que je me rappelle pour la sortie de 50 Shades of Grey, le film, etc., où Decathlon avait tweeté sur le fait qu'ils avaient effectivement et réellement, en fait, a priori dans leurs données, eu une augmentation de la vente de cravaches. Et du coup, Laurent avait dit putain, c'est con, on n'a pas eu ça avec Thor. Mais ça, c'est un truc justement avec les mêmes collègues, on essaie de regarder ça là c'était avec les clients, en fait quand les entreprises entre elles se moquent des erreurs de l'une de l'autre, parce que souvent elles font ça, elles interviennent complètement on s'y attend pas, elles interviennent sur les pages des autres pour se moquer d'un problème qu'elles ont eu. Typiquement là j'ai un exemple en tête, c'était quelqu'un qui se plaint de SFR en disant ouais la Wi-Fi ne fonctionne pas, et en fait il y a SFR qui arrive en disant mais venez dans nos gares parce que comme ça, vous pouvez profiter, il y a la Wi-Fi chez nous et ce sera mieux que SFR qui fait mal son boulot. Et SFR avait même répondu en disant ouais, vu que les trains sont en retard, vous avez le temps d'en profiter. Enfin, ils sont rentrés dans un clash entre eux. Ça, pareil, ça c'est un truc qu'on aimerait bien faire pour voir à quel moment on peut y aller, à quel moment il vaut mieux peut-être pas. Ouais, et sur le changement que ça fait dans le comportement justement des consommateurs. Parce que ça fait partie des choses qu'on va regarder aussi. Ça vaut le coup de rentrer en conflit avec les community managers. Sachant qu'il y en a certains, typiquement celui de Decathlon, je crois que c'est le meilleur, lui, il est le top. Question Mathieu. Donc là, c'est ce que je comprends, donc, pour les marques des personnalités sincères, donc il faut utiliser une communication plutôt affiliative ou affiliative. Sur du classique. Marque de type excitante, c'est plus du trash finalement, ça passe plutôt bien. C'est ça. Et en fait, est-ce que tu as fait un parallèle vis-à-vis des personnalités ou des hommes politiques? Est-ce que la même stratégie peut être déployée auprès des personnalités publiques en fait? Alors, il y a un papier qui a été fait, alors pas de moi, mais oui, ça a été fait sur les personnalités. Alors, je ne sais pas si c'était forcément politique, mais en tout cas les personnalités publiques. Et effectivement, ça marche pareil. Et on peut faire pareil avec les humoristes. Il y a des humoristes qui sont tout de suite identifiés comme des personnes qui ont plutôt cette espèce de bagou, qui font toujours un peu du trash. Où en fait, plus ils vont monter sur de l'humour très agressif, plus ça va être pardonné. Alors que si vous avez quelqu'un qui a toujours eu une image assez classique, un humour assez classique, s'il fait la même blague, ça passera beaucoup moins, parce qu'au départ, en fait, il n'était pas identifié comme ayant cette personnalité. Donc je pense que, faudrait que je regarde, mais je pense que ça marche aussi sur les hommes politiques. Donc ce serait intéressant d'ailleurs de faire ça, ouais. Est-ce que les réactions sont différentes sur les continents ou dans certains pays? Parce que l'étude a été faite sur quel continent? Alors on les avait faites, ouais, mais justement c'est une des limites qu'on avait identifiées, c'est qu'on les a fait en France et aux États-Unis. Mais du coup ça reste occidental. Donc en fait, oui. Alors on n'a pas fait cette étude-là, mais ce que montrent les recherches qui ont été faites sur l'humour de manière générale, effectivement il y a un gros effet culturel. Et notamment tout ce qui est humour agressif. Alors déjà, dans notre société, ce qu'on remontre là, c'est que de manière générale, ça marche, mais moins bien qu'un humour plus bienveillant, affiliatif. Alors dans tout ce qui est pays, alors là, pays asiatiques, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de garder la face en public et tout ce qui vient détruire l'image que quelqu'un va avoir en public, ça ne marche pas du tout. Donc ce sera à refaire, mais je pense qu'on retombe un peu sur des mêmes... Sauf pour l'histoire des marques excitantes qui utiliseraient l'humour agressif, où là, peut-être que justement, ça ne marche plus du tout. Pas d'agression envers la marque. Les gens n'en font pas. Ouais, qu'il y ait moins d'incivilité au départ, ouais, qu'ils sont moins agressifs. Ouais, sûrement. Et que du coup, peut-être qu'en fait, les marques ont moins besoin de recourir à cette stratégie de réponse parce que dès le départ, elles ne sont pas attaquées par leurs clients. Ouais, c'est possible ça. C'est vrai que c'est une des limites, c'est qu'on a étudié que des occidentaux. Une question aussi, en fait. C'est les community managers qui répondent. Il n'est pas tout seul, le gars. C'est pas un community manager. Ouais, je pense que dans certaines entreprises, oui, il y en avait plusieurs. Est-ce que tu sais si on les forme à ça, si on les laisse démerde-toi, si. Alors, c'était Decathlon, je crois qu'il avait annoncé que eux, c'était un des critères de recrutement. Après, je pense pas qu'ils forment, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils essaient de regarder déjà au départ. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon sens de l'humour? Après, non, je n'ai pas entendu parler de formation vraiment à ça. Et surtout qu'en plus, il y a eu des recherches qui ont été faites sur est-ce qu'on peut... D'ailleurs, la recherche est incroyable. C'était est-ce qu'on peut apprendre à devenir drôle? Et non, ça ne prend pas beaucoup. C'est un peu un trait de personnalité au départ. C'est est-ce qu'on a un sens de l'humour? Donc même des formations, ce serait très... Ouais, je suis pas sûr.
Sachant que ça des formations pour dire, ben voilà, dans quel cas vous pouvez répondre avec humour, avec quel type d'humour et tout ça. On pourrait le faire. Ah oui, non mais... Mais ouais, non, ça vient beaucoup, je pense, du sens de l'humour. Alors pour le sens de l'humour, pour la petite anecdote, parce que quand on fait les analyses, il y a plein de choses qu'on essaie de contrôler pour justement éviter que les effets ne soient pas forts statistiquement. Et il y a une des choses qu'on contrôle, c'est le sens de l'humour de la personne qui répond. Pour se dire, est-ce qu'il y en a, typiquement, si on avait le lama qui se fait tuer après cuire au barbecue, si vous avez le sens de l'humour de Pierre, ça vous fait rire, si vous n'avez pas le sens de l'humour de Pierre. Donc on demande, et en fait c'est très drôle parce que c'est de l'autodéclaratif, donc on demande aux gens, est-ce que au quotidien vous rigolez de beaucoup de situations. À chaque fois que je voyais des gens qui mettaient des scores très faibles, je me suis dit, les pauvres, vraiment, même eux, ils ont conscience en répondant, je suis pas drôle, je suis pas Parce qu'il y en avait très peu, en général, les gens disaient, ouais, j'ai un peu de sens de l'humour, je plaisante pas mal avec mes collègues, c'était un ensemble de questions comme ça. Après, il y en avait qui répondaient 0 à chaque fois. Il n'y a rien qui me fait rire dans la vie. Je pourrais vous envoyer les questions qu'on envoyait pour mesurer le sens de l'humour des gens. C'était incroyable. Et ceux qui mettaient 1 partout, enfin le plus bas, je me suis dit, là, vraiment, ça a dû être long le questionnaire pour eux. Ils se rendent compte que leur vie est triste. Parce que oui, c'était des trucs de manière générale. Est-ce que vous rigolez beaucoup? Est-ce qu'il en faut peu pour vous faire rire? Est-ce que vous arrivez à trouver dans chaque situation quelque chose d'amusant? D'ailleurs, pour votre information, Decathlon cherche une community manager pour le mois de septembre. Ou un community manager. Pour le combien? 1er septembre? En alternance pour le mois de septembre. Je vais voir On peut me mettre en alternance, j'aime. Je te demander à Twitter. En fait, la question, c'est là, j'ai vu que vous avez questionné des personnes, des gens. La chance de questionner des community managers ou être en relation avec eux. Non, c'est vrai qu'on l'a pas fait parce que ce qu'on avait regardé, c'était uniquement comment les clients réagissaient. Mais oui, ce sera quelque chose à regarder, de se dire comment vous gérez ça, comment ouais. Intéressant, oui, c'est par exemple d'entrer en connexion avec les community managers des grosses marques comme Burger King ou Decathlon et d'échanger avec eux sur les recherches sur les retours en fait pour appuyer cette méthodologie finalement. Oui, parce que finalement, nous, les retours qu'on a eus, alors il y avait toutes les études où on demandait les intentions. Alors après, ce qu'on avait fait sur une étude, on avait collecté toutes les réponses humoristiques qu'on avait identifiées sur Twitter. On avait regardé le nombre de likes et de retweets pour dire, tiens, c'est un moyen de mesurer. C'est comme ça qu'eux le mesurent au final. Mais ouais, après, ce qui serait bien, ce serait de voir est-ce qu'eux, ils ont senti à un moment où ils ont fait un tweet qui a eu, je sais pas, 70 000 retweets. Est-ce qu'en achat, ils ont vu, alors je ne m'attends pas à une hausse incroyable, quand même une petite hausse qui pourrait être imputée à ce... Ces grosses marques doivent avoir pas mal de données. Ouais, oui, elles doivent le suivre. Donc je pense que s'ils arrivent à suivre les achats et le jour du tweet, on peut se dire il y a 3-4 jours de réaction, ça pourrait même faire passer le questionnaire de test de l'humour OCM qui a tweeté en étant perçu comme humoristique ou pas et voir s'il y a un lien en fait entre la personnalité du community manager et l'application de l'entreprise en fait. Parce que ça se trouve, t'as des mecs, c'est genre un croque-mort chez lui, tu vois. Mais c'est vraiment le moment. En community manager, il se lâche comme un taré. C'est son moment, quoi. C'est ça. Ouais, peut-être. C'est le boulot pour lui, c'est vraiment le moment de détente, quoi. Et après, c'est sa vie au quotidien qui est un travail de tous les jours. Il a une déprime permanente. Une déprime permanente, mais le travail, c'est le moment où je respire. Et du coup, il y a des recherches. Donc j'ai vu que tu avais identifié les limites sur l'impact du contexte socioculturel, etc. Donc c'est une première limite. Peut-être qu'au Japon, c'est pas pareil. Je doute que ce soit un peu différent de ce qui peut se passer dans certains pays africains ou arabes ou d'Amérique du Sud, etc. Est-ce qu'il y a c'est quoi les prochaines étapes, les prochains recueils de données, ou est-ce que c'est un projet qui finalement vous en avez assez aujourd'hui Alors, l'histoire de l'incivilité, justement, c'est là où on est en train de finir de le publier. On espère que ça passe. Après, non, moi, l'idée, c'était vraiment d'aller sur entre community managers, mais toujours avec la perspective de les clients. Comment réagissent les clients? Et peut-être que vous pouvez m'aider avec ça. Nous, ce qu'on voulait regarder, il y avait plusieurs choses. Se dire, est-ce que déjà, c'est des marques qui sont extrêmement concurrentes entre elles, typiquement Burger King et McDo qui s'attaquent, ou alors l'exemple que je disais, SNCF et SFR, qui ne sont pas sur des marchés identiques. Donc là, ça paraît un peu plus bénin parce qu'on se dit, bon, c'est gentil, de toute façon, elles ne s'attaquent pas comme des vrais concurrents parce qu'au final, ils ne sont pas sur le même marché. Alors Burger King et McDo, s'ils faisaient le même jeu, déjà, ça commence à être plus perçu comme agressif parce que c'est la compétition qui joue. On pensait ça, on pensait qu'il y avait aussi l'image de, je sais pas, moi je suis consommateur Apple. Si Samsung fait une blague à Apple, ça va encore plus dégrader l'image que j'ai de Samsung parce qu'ils attaquent une entreprise que j'aime bien, ou inversement, si c'est Apple qui attaque
une entreprise où je ne consomme pas a priori, je vais encore plus aimer la marque. Enfin, donc il y avait un peu ces idées de se dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses comme ça sur les attaques entre community managers? C'est un cas à faire. On en parlait à l'instant, il y a Skoda qui vient de faire une campagne sponsorisée sur Twitter où ils se sont intégrés dans tous les tests des voitures concurrentes. Là, ils ont fait la vidéo. C'est troller son concurrent. C'est rigolo en disant, tu sais, sur le test de la Clio, t'avais que des pubs de Skoda Fabia quand les mecs ils roulent. Ouais, il y en a plein qui font ça, et puis même après, en plus, est-ce qu'il vaut mieux répondre ou est-ce qu'il vaut mieux rester dans les Enfin, ouais, il y a plein de trucs. Et du coup, là, c'était de l'impact déclaré sur une volonté de like, de retweet ou d'achat. Ouais, c'était de l'intention, c'est-à-dire qu'on disait, est-ce que vous auriez l'intention de le faire à ce moment-là? Mais en fait, vu qu'on avait une autre étude qui était vraiment sur du like en tant que tel, c'est-à-dire qu'on savait que telle réponse humoristique avait recueilli tant de likes, on avait les deux au final. On avait ce qui s'est vraiment passé pour un type de... Pareil, on a demandé à des gens de coder, on leur a dit voilà les réponses qu'a fait, je sais pas, on avait peut-être 200, et voilà les 200 réponses d'entreprise, et ils devaient coder s'ils trouvaient que c'était plutôt de l'humour affiliatif ou agressif, donc du coup ça amenait à des débats des fois où il fallait qu'on se mette d'accord à la fin pour coder comme il faut. On finissait avec des débats sur non, moi je l'ai trouvé un peu dur cette blague, ah non, il était quand même plutôt tranquille. Et à la fin, on s'est dit ok, on a le type d'humour, on a le nombre de likes que ça a obtenu, et en fait quand on comparait, l'humour affiliatif, ça générait toujours plus de likes et toujours plus de retweets que l'humour agressif. Parce qu'au final, c'est quand même un continuum, c'est pas ça, tu viens de le démontrer, c'est pas ça, c'est affiliatif, ça, c'est ça. Non, c'est-à-dire palliatif. C'est une grosse limite, mais qu'on est obligé de faire en fait en palliatif. En fait, c'est une grosse limite qu'on est obligé de prendre en recherche parce que s'il fallait comparer toutes les formes d'humour, j'avais listé pour voir, il y en a plus de 80, je crois, qui sont identifiés. Donc, c'est impossible, tu peux pas tester 80 formes d'humour. Tu n'auras pas beaucoup de répondants. Ouais, ou alors, il faut faire 50 personnes par 80 conditions, donc là, ça coûte très cher. Donc, et puis après, en plus, tu as une autre condition, c'est est-ce que tu rigoles avec les gens en général ou est-ce que tu fais de l'humour sur toi-même? Parce qu'il y avait aussi ça, on l'a pas pris en compte, parce qu'il y avait des community managers qui faisaient des blagues sur leurs blagues, enfin sur leur entreprise. Et il y a un exemple, il y avait Carambar, je sais plus quel client fait une blague, et Carambar qui arrive en disant même nous, on l'aurait pas faite. Et là, il y a un peu un côté de genre, en plus, je me moque de moi et du fait qu'on fait des blagues quand même pourries sur. Donc, il y avait ça aussi de se dire, est-ce qu'une entreprise peut rigoler d'elle-même? Est-ce que c'est pas perçu comme. Enfin, quand on se moque de ses faiblesses, est-ce que c'est bien vu? Donc, ça aussi, ça pourrait être quelque chose qu'on peut regarder aussi. Après, là, je vais reparler de l'exemple, puis je vais peut-être arrêter les commentaires, mais il y a Decathlon, c'était intéressant de voir. Il y a une conversation, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais sur les maillots de bain, quand vous présentez les maillots de bain comme ça et pas comme ça pour les hommes, du coup, c'est pas cool parce que c'est sexiste, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Mais c'est un mec qui parle du fait qu'ils font du sexisme pour les femmes. Et en fait, t'as le CM de Decathlon qui fait, en fait, t'as raison, on l'avait juste pas vu. Et du coup, il répond genre 24 heures après en disant, on a mis à jour le site, on a changé toutes les images, voilà. Mais du coup, c'est cette capacité à se prendre au sérieux et à ne pas se prendre au sérieux. Mais même une question que nous a faite un des relecteurs quand on a envoyé le papier, il y en a un qui nous a dit, est-ce que derrière ça fait pas une image un peu d'entreprise schizophrénique, c'est-à-dire que d'un côté elle troll ses clients et puis le commentaire d'en dessous il est hyper sérieux et tout, enfin, du coup est-ce que les gens ça les perd pas? Ça c'est vrai qu'on l'a pas étudié non plus, mais il y a un peu ce truc de là on a fait que sur un cas à chaque fois, en disant genre voilà imaginez vous avez ce cas de figure, mais ça venait pas dans une logique un peu plus globale où ils voyaient plusieurs commentaires. Ce qui impliquerait qu'une part significative des clients ait une visibilité sur le flux. Sur le flux, c'est ça. Actuellement, c'est pas le cas en fait. C'est juste 3-4 messages. Et puis après, les messages qui sont le plus clivants sont de toute façon ceux qui aujourd'hui sont le plus en avant par les plateformes. Et donc potentiellement, c'est ceux-ci qui vont être. Et même une autre limite qu'on avait identifiée, qui aussi vaudrait le coup d'être étudiée, c'était de se dire est-ce que finalement, il n'y a pas un risque, c'est que ça donne envie à des gens d'aller attaquer, se dire lui, il a de l'humour, allez, je vais faire un commentaire complètement débile. Donc lui pourrir son fil d'actualité, enfin tout, juste pour derrière recevoir une réponse de Decathlon qui se moque de moi. Parce qu'il y en a, je pense que si ça fait réagir, au final, ça marche. Ouais, oui, au moins ça fait générer du buzz quoi. Je peux être coupable. Tu le fais? Ouais, je l'ai fait une fois. Typiquement, Audi a sorti il y a l'année dernière le e-tron GT. Ouais. J'ai pris une image de caca, j'ai dessiné 2 roues avec Paint et un aileron et j'ai fait voici le nouvel e-tron GT. Et en fait, ils avaient répondu avec un truc à la con, évidemment. Mais je pense que j'étais situé pile sur la violation Béline, tu vois. Ouais, Et du coup, je ne sais même plus ce qu'ils avaient répondu, mais c'était marrant quoi. Enfin, Audi m'avait répondu, en plus j'étais trop fier. Mais c'est ça, et du coup, ça amène à dire vas-y, vu qu'ils ont l'air de bien répondre, je vais tenter. Et au final, on augmente la charge cognitive des CN, le coût pour l'entreprise. Mais si ça fait. Ouais, mais si derrière ça fait de l'engagement et tout, ouais, pourquoi pas.
C'est ça, là, le problème est qu'on ne sait pas combien de likes il faut pour y avoir une augmentation des ventes, combien de... Ouais, alors ça, ouais, ça a été étudié, mais là, comme ça, je pourrais pas te le dire. Mais ouais, ça a été fait. En gros, c'est sûr qu'il y a une corrélation. Que, en gros, plus une entreprise va avoir son post, un post qui va liker et tweeter, plus il va y avoir des effets sur les achats. Maintenant, dans quelle proportion là, est-ce qu'il faut attendre d'avoir les 7000 likes, les 70 000 likes ou les 700 000 avant qu'il commence à y avoir de l'effet? Ça, je ne sais même pas si ça a été fait. Et t'as pas pris j'aime comme cas d'étude? Non, mais je les suis sur les réseaux sociaux et des fois je me dis oh c'est chiant comme réponse, il faudrait un peu plus de... Mais pareil, là ça amène à la question vraiment de l'image de j'aime, quoi. Est-ce que c'est une personnalité qui... Je pense qu'on est plus sur un j'aime de la personnalité sincère. Oui, je vous On va éviter de... Parce qu'on est une école qui est finalement une start-up parmi les grandes écoles, on est né en 84. Ouais, mais c'est pas fort. fort. On devrait être plutôt... Ouais, jeune et... plutôt sincère. Ouais, puis surtout que les personnes à qui on s'adresse sont des personnes jeunes en plus, ça c'est quand même notre cœur de métier, mais étonnamment je pense que la marque telle qu'elle est déjà, elle a une image... Tu trouvais déjà le bleu en fait, pour manipuler la personnalité de la marque, on avait déjà changé la couleur, c'est-à-dire que les gens, on leur montrait, alors il y a plein de choses qui changeaient. Dans un cas, ils avaient une marque où le design était principalement bleu et l'autre c'était rouge, orange et tout. Rien que ça déjà, ça change la vision que les gens ont. On a vu des recherches de la Sherdos justement sur la partie notamment émotionnelle. Ouais. Genre tu mets des champs de lavande et des couleurs comme ça, ça met super bien en confiance. Ouais, c'est ça. En fait, on avait changé ça, on avait changé la couleur, on avait changé la page de comment ça s'appelle, la grande photo qu'il y a sur en haut des comptes Twitter là, qui est en paysage. Je sais plus comment ça s'appelle. La couverture. Et en fait, donc les marques qui étaient considérées comme sincères, on avait mis, je crois que c'était une famille avec son enfant, tranquillement ensemble, en train de jouer. Alors que la marque excitante, c'était une photo avec des jeunes qui font la fête. Et rien que ça, effectivement, alors, en termes de confiance, tout ça, on avait contrôlé, mais oui, les gens disaient, moi j'ai moins confiance en cette entreprise qu'une entreprise plus avec du bleu, des enfants, etc. Ça fait plus confiance. Et ce qui du coup fait aussi que les gens apprécient moins l'humour agressif, parce qu'il y a cette notion de je vous fais confiance, vous avez une image plutôt tranquille. Et il y a une dissonance, d'un coup vous faites complètement un truc fou qui est hors sujet avec l'image que j'ai de vous. Donc il y a un peu cette idée-là. Bien, merci à tous et à toutes, notamment celles et ceux qui... Merci à tous.